Voilà, nouvelle vidéo pour faire le montage de tout ce qui est électronique. Donc toute la partie centrale, accu, vario, moteur, cerveau et la télécommande. Donc c'est un sujet complexe et pour le montage de l'électronique sur différents points qu'on va aborder. Soyez attentifs. Donc, allez, on fait le facile. Alors moi, je roule avec du matériel Corsatec pour ce qui est la propulsion niveau AQ. Donc, voilà. Ça, c'est la partie facile. Maintenant, on va attaquer à plus complexe. Donc, je vais faire un peu de place. Alors, on va commencer par le cerveau. Donc là, la voiture, elle est telle quelle qu'on l'avait fini de monter tout ce qui est partie mécanique. Donc là, bon, j'ai mis les accus, comme ça, moi, ils sont en place dans la voiture. Moi, j'utilise les cerveaux Savox, des versions low profile, qui sont, vous voyez, qui sont petits, donc qui fonctionnent vraiment parfaitement pour la catégorie GT8. C'est tout en aluminium, pignon en métal, tout ça. Ça fait du 0,07 en vitesse pour 20, quasiment 30 kg. Donc ça marche vraiment top. Donc on va commencer par monter lui. À savoir que par rapport au montage que je vais faire, comme j'ai expliqué sur les vidéos précédentes, quand j'ai monté cette partie, la boîte radio, moi je ne l'utilise pas. Et de ce fait, je ne l'utilise pas pour une question de simplicité et d'aller au plus simple, si on peut dire, par rapport à l'installation des fils. Mais en faisant ça, ça nécessite d'être plus minutieux pour le montage et l'installation de l'électronique. Donc déjà, je raccourcis le fil. Vous verrez sur les différents éléments. Mais là, on est sur la partie cerveau. Donc je raccourcis les fils parce que l'avantage de la boîte radio, c'est que justement, on peut un peu stocker ce qu'on ne veut pas voir. Et là, en l'occurrence, moi, vu que je ne l'ai pas, je raccourcis les fils pour éviter d'avoir des enrouleurs de fils, être tenu avec des tirapes et tout, qui est d'une part pas esthétique et aussi des nids à problème. Parce que ça, retenez-le bien, tout ce qui est fil qu'on essaye d'attraper, de tenir avec des serflex à droite, à gauche, sur le carbone, à droite, c'est des nids à problème. Dans la voiture, ça vieillit, ça bouge beaucoup. Les fils bougent, donc tout ce qui va être les fils tenus avec des serflex peuvent, par exemple, si ça passe pas loin, ça peut venir toucher le carbone, s'user sur le carbone. Une fois que la protection caoutchouc n'est plus, ça peut faire des courjus, que ça soit pour un fil de cerveau, un fil de vario, ou carrément les fils d'alimentation. Et si on touche les fils d'alimentation, là on touche avec beaucoup plus de voltage, et là ça peut être dangereux pour votre matériel. Donc, c'est pour ça que là, c'est ce que je disais en début, c'est une vidéo assez complexe et pointue, cette partie-là, pour faire un bon montage. C'est important de passer du temps, vous voyez, là, pour préparer la vidéo, et faire, par exemple, des soudures et tout, par rapport au câble, au passage. Ça m'a déjà pris largement 2 heures tout simplement déjà, avant même de faire quoi que ce soit, de faire des pré-montages, de voir où on veut faire passer les fils, comment, quelle problématique il peut y avoir. Donc ça, je vous ai évité de le faire parce que ces 2 heures, c'est ennuyeux, c'est barbant. Mais vous, chez vous, c'est important de prendre le temps de faire cette partie. Parce que la partie mécanique, à la limite, c'est simple. Par rapport aux vidéos que j'ai pu faire avant. C'est pour ça là je passe un peu de temps, j'épilogue, mais la partie mécanique, on va dire, elle est simple à monter parce que la pièce A va avec la B et la B avec la C. Là, l'électronique, il y a des variantes. Moi, par exemple, j'utilise le combo Corsatec, moteur Vario,
Pour cette catégorie GT8, il existe pas 50 millions de marques. Je parle à un niveau haut de gamme. Il existe Hobbywing. Après, dans des gammes inférieures, moyennes, tout ça, il existe d'autres marques. Mais bon, là, on va pas en parler. Donc déjà, rien que ce phénomène, ce paramètre-là de marque qui change, tout n'est pas égal. Du même acabit pour les accus. Il y a des accus, vous verrez plus tard, le plus il est là, et sur des autres accus, le plus il est de l'autre côté. Les cerveaux, il y a une taille dite standard grande ou une taille dite low profile qui est dite à peu près standard. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est à peu près standard. L'encombrement est à peu près dans un volume, mais ça peut changer de 2-3 mm. Alors 2-3 mm, ça peut être ici la taille de la tête de cerveau qui peut être décalée, la patte de fixation qui peut être légèrement plus basse ou plus haute, ce qui crée tout plein de petites différences. Donc ce que je vais vous expliquer, je vais essayer de parler plus général pour compenser, pour voir large et justement pas faire un montage comme... c'est ce que je disais quand hier je faisais du montage type Lego, plutôt sur la vidéo précédente, un montage type Lego, A va avec B, B avec C. Là, il peut y avoir des différences, donc il faut savoir jongler par rapport au matériel que vous allez mettre dedans avec. Donc la Q, ça c'est standardisé par les normes parce que la taille stick, donc cette taille-là qu'on appelle stick, ou shorty pour les accus qui sont courts, donc bon shorty ça veut dire court en anglais, donc c'est les tailles qui sont là standard par le règlement, parce que la taille, ils ont donné une taille de boîte d'accu X, et en fait, le jeu des accus, c'est d'essayer d'avoir la plus gros, mettre le plus de matière première à l'intérieur pour l'autonomie. Mais tout le monde s'est mis au règlement maxi, parce que la place, on en a besoin, donc on va au code maxi. Donc ça, c'est standardisé chez tout le monde. Si ça bouge d'1 millimètre, et c'est pas plus. Et encore, mais c'est beaucoup. Mais en général, toutes les marques sur les accus sont tous mis au maximum, des cotes maximum par rapport au règlement. Mais dans l'électronique, variateur ou cerveau, il y a des codes dits standards. Donc, quand on dit cerveau standard ou cerveau low profil, mais c'est vague. C'est un profil, on va dire, qu'une taille qui est standardisée chez tout le monde. Donc, attention à ça. Donc, on va commencer par le cerveau. Comme je vous ai dit, j'utilise Savox en version low profil. Sur la voiture, on peut mettre les deux tailles. Par défaut, maintenant, avec la technologie qu'il y a, par exemple chez Savox, les petits cerveaux, tant qu'à faire, autant les utiliser et ne pas se priver d'avoir quelque chose qui est plus petit, plus léger, que d'avoir un cerveau qui va être plus gros, plus lourd, certes plus puissant encore, mais aujourd'hui, par exemple, l'équivalent de ce cerveau en taille standard, c'est les cerveaux qui font 60 kg. Pour un GT8, on n'a pas besoin de 60 kg. Celui-ci en taille low profil, il en fait 32 ou 30. J'ai plus la... Mais bon, ça suffit largement pour du GT8. Donc, moi, j'utilise ceci. Alors, seconde chose, pour le cerveau, comme j'ai dit, je raccourcis le fil pour une question de facilité de montage et tout, parce que je n'utilise pas la boîte radio. Ça, libre à vous de faire comme bon vous semble. Deuxième chose, les vis de fixation, elles sont là. J'utilise plus maintenant les cylindres blocs sur les cerveaux. Donc ça, à vous de faire pareil comme bon vous semble. Ça, c'est un choix personnel qui va être dicté par le fait d'avoir quelque chose de plus précis à la direction et dans le montage, d'avoir moins ce paramètre de caoutchouc qui sert à absorber les vibrations, mais qui est un facteur que le cerveau peut bouger. Et forcément, qui dit bouger, peut changer certains paramètres suite à un choc, un petit tonneau, une petite figure, et qui a besoin de reprendre pendant qu'on roule. Donc, ce qui est pénible. Donc, par défaut, maintenant, depuis cette année, j'utilise les cerveaux sans cylindre bloc. Ça fonctionne très bien. Et voilà, ça c'est pareil, c'est mon choix. À vous de voir comme bon vous semble de le faire ou non. Cependant, le caoutchouc, on revient à ce que je disais tout à l'heure, donne aussi une épaisseur par rapport au montage.
Donc, ce qui peut créer encore quelque chose qui peut faire une différence par rapport entre un cerveau d'une marque et un autre, ou même moi, par exemple, qui n'utilise pas les ceiling blocks, ce qui m'enlève cette épaisseur. Donc, pour ça, je vous conseille déjà de monter les deux plots comme on a fait ici, les deux colonnettes et le carbone, de serrer, de présenter le cerveau, tête vers l'arrière, et de s'apercevoir, vous voyez, si quand je le monte, ici, il vient en buter sur la colonne. Essayez de vous le faire voir. Voilà. Il vient en buter sur la colonnette ici. Donc, du fait que le cerveau, on le monte par l'extérieur, pas par l'intérieur. Donc, par l'extérieur. Donc, vu que moi, déjà, j'enlève 1 mm, le cerveau, je le décale vers l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, pour déjà compenser ma différence, c'est utiliser une petite cale pour justement compenser cette différence que j'ai. Et je vais présenter le cerveau. Hop là, une fois que j'ai attrapé les trous. Deuxième chose qu'on va faire pour... Bon, alors ça, c'est toutes des petites choses à faire quand c'est neuf, quand on le fait pour la première fois. Donc là, je vais juste... J'approche les vis, chope les trous. Donc, ce qu'on va faire, les colonnettes ici, c'est des colonnettes qui font office de support cerveau et support plaque par le dessus. Donc elles sont percées par le dessus et par le côté. Elles ont le côté méplat. Donc pour qu'on aligne tout, je vais desserrer les deux vis. Donc vous voyez, ça bouge. Sous le châssis, la même. Je desserre un quart pour que tout bouge et que je puisse visser le cerveau aux colonnettes, que les colonnettes avec leur méplat, elles se auto-alignent sur le par rapport au cerveau. Vous voyez ça, c'est une petite astuce qui est bête mais qui sert grandement pour faire un bon montage aux petits oignons. Donc une fois que j'ai approché les vis, hop, je resserre celles de dessous, juste je les approche sans les bloquer. Je fais pareil dessus. Donc ça permet de faire déjà un premier montage à blanc, de s'apercevoir si le cerveau vient toucher la colonnette ici. Là en l'occurrence non, donc ça touche pas sur le côté. On regarde bien de partout, sur le dessus, sur le dessous. Donc là c'est bon, il touche pas. S'il venait à toucher, il fallait que je mette encore plus de décales. Par exemple sur la notice, ils vous disent, il y fournit des cales de 3 mm. Donc la référence 850, 633. Il existe aussi des cales de 2 mm. Donc 850, 632. Ou alors si vous avez besoin que d'un millimètre, vous mettez 4 rondelles d'un millimètre tout simplement. Donc ça c'est à vous de voir quel montage va aller le mieux pour la marque de cerveau que vous faites et quel type de montage. Donc une fois que le cerveau il est monté, qu'il est en place, que les colonnettes elles se sont alignées. Alors je serre un peu plus fort. Et maintenant on va faire le truc classique, mettre un peu de frein filet. Parce que le cerveau, une fois qu'on l'a monté, c'est pas quelque chose qu'on vient redémonter 50 fois. Mis à part si on a un problème avec lui. Donc là, j'utilise du frein filet. Comme ça, au moins, je sais monter. J'y reviendrai plus. Donc là, je fais une par une. Ça permet de garder le cerveau serré et que ça bloque pas et que ça me fait pas perdre les rondelles qui sont derrière.
Comme ça me les garde en sandwich. Alors, vu que j'utilise pas de cylindre bloc, j'utilise des, hop là, que je centre, des rondelles spécifiques cuvettes qui prennent la place du cylindre bloc, ce qui permet de tenir le cerveau centré par rapport au trou. Parce que si vous regardez votre cerveau, là où on est censé mettre les cylindres blocs, le trou il est grand. Donc en fait, ça c'est des rondelles qui sont un peu obligatoires si vous voulez pas utiliser les cylindres blocs. Alors obligatoire non, mais suivant les montages, là en l'occurrence, vu que la vis on la met côté cerveau et qui va se visser après, on est obligé. Si c'était l'inverse par exemple, la vis qui passait d'abord dans le support et qui allait chercher le cerveau dessous avec un écrou, là il n'y a pas besoin de cette rondelle cuvette. Rondelle cuvette spéciale cerveau. Voilà, je fais une petite vérification que tout soit bien nickel, aligné. Donc là, je vais serrer définitivement en y mettant un peu de force. Voilà. Donc maintenant que c'est serré dessous, je vais faire pareil. Ici, la vis de dessus, mettre un peu de frein filet. Parce que c'est pareil, c'est pas quelque chose ça que je suis censé redémonter. Donc comme ça au moins, c'est vissé. Et on n'y reviendra pas dessus. Voilà. On enlève le frein filet qui a pu déborder. Donc voilà. Le cerveau est monté. Donc les vis sous le châssis, celle-ci, je ne mets pas de frein filet. Je laisse, parce que là, quand je vais avoir démonté, faire de l'entretien sur la voiture, par défaut, je démonterai le cerveau par-dessous, comme pour démonter le support variateur. Donc j'aurais pas besoin. C'est quelque chose que je toucherai régulièrement avec l'entretien, donc là, j'ai pas besoin de frein filet. Donc voilà, le cerveau, il est monté sur ses supports. Donc là, je viens de le redémonter, vous voyez, ça ressemble à ça une fois monté. Donc, pour le montage suivant, ce que je vais faire, ce que je modifie par rapport à l'origine. Donc, je redémonte ma biellette de direction en utilisant le trou qui est fait pour aller choper la boule filetée. Vous voyez, hop, et c'est dévissé. Donc moi, ce que je fais, la boule côté palonnier, je vais la remplacer. C'était la boule classique sans filetage. Et je vais la remplacer par une qui est filetée. Donc c'est la boule référence 58304. Donc la référence complète, c'est GE00 583-04. Voilà, tac, tac. Alors pourquoi je fais ça? Alors là, tout simplement une question d'esthétique. Comme j'ai souvent... Alors je prends le palonnier et je visse. Voilà, la vis. En fait, c'est juste pour pas avoir l'écrou. Hop là, et je serre fort. C'est juste pour pas avoir l'écrou, tout simplement.
Parce que le palonnier va fonctionner comme ça. Et en fait, si je vous gardez la bille d'origine, il faut mettre la vis et un écrou. Voilà, c'est juste une question d'esthétique. Ça change rien de plus. Autre chose. Pareil, suivant votre cerveau, suivant le déport que vous allez avoir par le boîtier du cerveau ou suivant le déport que vous allez avoir de la tête du cerveau, il se peut que, par exemple, si on utilise un palonnier qu'on utilisait par exemple pour ceux qui avaient déjà la Genius 2023, le palonnier classique, qui n'est pas un palonnier Genius, mais qui est un palonnier bas, on va dire, forme bas. Si on vient, il peut venir en butée. Donc si vous voulez pas changer le palonnier, je vous conseille de prendre le palonnier, au lieu de le monter perpendiculaire, de le monter légèrement vers l'avant. Alors un peu, hein, là j'exagère. Donc au lieu de faire un montage qui va être comme ça à 90 degrés, hop, vous lui mettez déjà une inclinaison. Et pour ça, sur le montage d'origine, au lieu de mettre les deux rondelles de 2, vous enlevez une rondelle de 2. Et vous remontez tout, vous faites votre réglage direction. Et en fait, avant qu'il vienne toucher, avant qu'il puisse venir là, vous avez pas de, vous avez suffisamment de débattement pour votre direction en fait. Donc en fait, il faut un peu tricher. Sinon, vous mettez un palonnier, pareil, classique, suivant les marques, comme ça, à déport. Et vous voyez, celui-là, il y a de la marge. Alors, pour le montage du palonnier, là, on va avoir besoin de la radio. Alors, pour faire le montage de la radio, tout simplement, pour faire le zéro, pour avoir le zéro. Donc, quand on monte une voiture neuve, je vous conseille de mettre tout ce qui est trim à zéro, gaz, frein. Donc, quand je dis trim, c'est le trim extérieur, celui qu'on touche là pendant qu'on roule, ou le sub-trim, celui qui est dans la radio. Donc là, vous voyez 0, 0, 0. Bon, là, en l'occurrence, 4 voix, on s'en fout. Nous, pour le GT8, on a besoin que de voix 1, voix 2. Mais ça n'empêche pas. On ne laisse pas des choses au milieu. Tout est à 0. Vous voyez, la radio peut aller jusqu'à 10 trims parce qu'on peut faire des mixages et autres. Nous, on s'en préoccupe pas. On n'aura besoin que de la voix 1, voix 2. Mais ça n'empêche pas, pour quand même bien faire les choses. Alors là, j'insiste sur ça. Parce que ces derniers temps, en 25, excusez-moi, on a vu, que ce soit moi personnellement ou Genius en général, Genius en Italie, qui ont vu sur des voitures de pilotes, le réglage de la radio est très 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 fortement mis de côté. Et on se focalise que à faire le choix de bons pneus, du vario pour mettre de la puissance, tout ça. Mais les radios, elles sont vraiment très négligées niveau réglage. C'est des radios qui ont beaucoup de réglages, qui peuvent avoir plein de fonctionnalités. Souvent, ceux qui s'y penchent pas trop peuvent s'y perdre, commencer à toucher beaucoup de choses. Et là, je vous dis très honnêtement, c'est un carnage. On a vu des trucs que c'était juste des très 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 mauvais paramétrages de radio. Donc s'il vous plaît, vous mettez du temps et de l'argent dans des beaux bolides, dans des radios aussi, parce que les radios elles sont pas gratuites non plus. Mais mettez-y aussi du temps et de l'attention pour les radiocommandes. C'est bête à dire, mais une radio aujourd'hui, c'est comme un smartphone, ça se met à jour. Pourquoi j'ai un fil attaché ici? Parce que j'ai mis à jour avant mon récepteur sur la voiture. Plutôt le récepteur que je vais utiliser, il y avait une nouvelle mise à jour. Donc là, en l'occurrence, c'est une marque, c'est une radio Futaba. On est obligé de brancher le récepteur à la radio et de mettre à jour le récepteur. Pour vous donner un ordre d'idée, la 10PX, qui est le modèle de cette radio, elle est sortie il y a 3 ans, oui, je pense, 3 ans. Sur les récepteurs, il n'y a eu que 3 mises à jour. Donc la dernière qui est maintenant la V3. La radio, on en est à 14. Alors certes, c'est pas des mises à jour tout le temps pour mettre. Donc là, j'épilogue toujours, mais c'est important de vous le dire et que vous l'écoutiez et que vous le sachiez.
C'est pas forcément tout le temps des mises à jour pour répondre à des problèmes ou des bugs, c'est aussi pour rendre des compatibilités, parce qu'aujourd'hui les cerveaux et les radiocommandes communiquent, c'est plus juste un plus-moins et un signal. Toujours sur ces trois mêmes fils, les radios arrivent à communiquer et à passer de la donnée. Donc c'est aussi souvent de la mise à jour pour rendre des compatibilités entre un variateur pour le dixième ou autre. Donc toutes elles ne sont pas primordiales, mais par défaut, faites-les. C'est toujours mieux de mettre à jour votre récepteur ou télécommande. C'est une base, comme quand vous voulez régler votre voiture en réglage de base. Vous avez une planche de réglage, c'est votre base, qui est la planche, qui est votre zéro, votre marbre, comme on peut dire. La radio, la mise à jour. Et la même chose, la calibration. Parce que la radio, il faut l'entretenir, y prendre soin, parce que c'est quand même votre élément qui vous aide à piloter ces voitures. Donc c'est quelque chose à prendre avec précaution. Et une fois qu'on prend précaution, qu'on y fait attention, qu'on la jette pas sur la table parce qu'on est énervé et autres, moi par défaut, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour mon matériel parce que j'y passe beaucoup de temps pour le préparer, le bichonner et essayer de le faire le plus performant. Quand ça m'arrive d'être énervé, en règle générale, j'évite d'abîmer mon propre matériel parce que après c'est moi-même qui va le réparer et autres. Donc je vais prendre un pneu que je vais envoyer ou autre. Mais quelque chose, c'est sûr que jamais je viendrai à abîmer mon matériel parce que ça marche pas ou autre. De toute façon, bien souvent, le problème vient souvent de nous. Hélas, le facteur humain est toujours un facteur clé dans des problèmes. Bon, ou alors s'il y a un fait de course, par exemple, où là, c'est pas de votre faute, mais ça n'empêche pas, vous y passez du temps et de l'argent dans ce hobby, et il faut essayer de ne pas l'abîmer soi-même. Donc, je continue. Je me suis un peu garé, mais c'est important de le dire. Pour ceux qui vont l'écouter, c'est important. Donc, la radio, mise à jour, tout ça. Et maintenant, dans toutes les radios, pour les deux marques qui sont les plus vendues, donc Sanwa, Futaba, ont une fonction dedans de calibrage. Alors, voilà. Là, sur la Futaba, c'est calibration. Donc là, vous voyez, je suis à 0. Quand je tourne, ça bouge. Accélération, frein, pareil, ça bouge. Mais ça permet de calibrer parce que les potards, avant, c'était des choses qu'on ne pouvait pas faire sur les anciennes radios. Maintenant, avec la technologie, c'est des choses qu'on peut faire parce que les potards, c'est quelque chose qui peut bouger. Il suffit de mettre une pichenette. L'électronique peut se décaler. Et grâce maintenant à la technologie et tout ça, on peut avoir nous-mêmes, au lieu de faire des renvois au SAV ou autre chose, ou qu'on s'aperçoit qu'il y a un décalage, on peut nous-mêmes la recalibrer. Donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Vous voyez, voilà, là, on va le faire ensemble. Donc calibration. Donc là, on voit. Si par exemple, quand vous arrivez au mode calibration, là, ça s'appelle calibration sur la Futaba, mais c'est à peu près un nom similaire chez Sanwa, que vous n'êtes pas à 0, que vous avez déjà un décalage, c'est que votre potard a bougé. Ou par exemple, si vous voyez quelque chose qui vibre, voilà, là, par exemple, là, ça fait 2-3, 2-3, c'est que c'est pareil, c'est à recalibrer. Et tant bien même que c'est à 0, faites-le. Je vous le conseille de le faire. Si vous êtes assidu à rouler beaucoup tous les week-ends, de le faire une fois par mois. Si vous êtes un utilisateur plus lambda, plus tranquille, de le faire tous les 2-3 mois. Mais c'est quand même quelque chose à faire. Et c'est quelque chose qu'une fonction, moi, quand je roule en thermique, que je m'en aperçois pas. Par contre, c'est une fonction que je me suis aperçu qui est importante, comme un peu tout le reste, mais qui est importante surtout avec l'électrique. Parce que le variateur, comme vous savez bien, un moteur thermique, il y a toujours une latence de l'embrayage, la carburation, tout ça. Mais le moteur électrique est beaucoup plus prêt et prompt à avancer, à bouger. Et dès qu'il reçoit un signal, il bouge. Donc il bouge, il fait bouger la voiture. Et c'est quelque chose qui est très important et qui est beaucoup plus sensible sur l'électrique que sur une voiture thermique. Alors, on va le faire ensemble. Calibration volant. Là, il me demande de faire la position neutre. Donc là, je fais un peu bouger. Je dis neutre, OK. Je braque à droite à fond. Je braque à gauche à fond. Donc, ne braquez pas en forçant, parce que si vous forcez, vous allez aller plus loin et c'est pas quelque chose que vous faites quand vous roulez vraiment. Donc, vous braquez normalement comme quand vous allez rouler.
Et voilà. On va à la gâchette, on va faire pareil. Hop, je la fais un peu bouger, histoire de... Hein, neutre. Gaz. Frein. Voilà. Ma radio est recalibrée. Donc ça, c'est une base. Maintenant, on va revenir... Ça, c'est la base pour la radio. Donc maintenant, on va revenir... une fois que la radio, elle est saine, on va revenir à la voiture. Donc quand vous montez une voiture neuve, ou une nouvelle voiture, peu importe, mais un nouveau modèle que vous n'avez pas fait encore, je vous conseille dans votre menu de mettre tout à zéro. Là, en l'occurrence, c'est une électrique. Donc les trims, on met à zéro. Donc comme je disais, là, en l'occurrence, c'est une électrique. Marche avant et frein, donc gaz et frein, je mets tout à 100%. Pas du 120, 150 ou autre, du 100% point barre. Direction, vous voyez, j'ai mis le même débattement droite-gauche. Assurez-vous que le débattement extérieur de la direction du frein est aussi à 100%. Ça servira après pour la calibration et le réglage final quand tout est monté. Donc, j'ai allumé ma radio. Je prends mon récepteur. Hop, je branche mon cerveau. Bon, là, je vais prendre mon variateur pour faire l'alimentation. Il va me falloir un accu. Donc la voiture, on va la rapprocher. On va essayer de ne pas faire de bêtises en direct. Avec le plus et le moins. Voilà. Je branche. Je fais tourner le cerveau. Donc là, en l'occurrence, déjà, on fait ça pour avoir le zéro du cerveau, pour pouvoir emboîter le palonnier. Ce que je vous conseille, c'est d'avant d'emboîter le palonnier, regardez qu'il tourne bien dans le bon sens. Ça veut dire que là, je vais tourner avec le volant à droite. Donc le palonnier va aller vers l'avant. Donc si je vais vers l'avant, je le simule sur la voiture, ça braque à droite. Donc là, c'est bon, je suis déjà du bon côté. Parce que si par exemple, si je voulais tourner à droite, que le palonnier est tiré, donc s'il tire, ça m'aura l'effet à gauche. Donc ça, c'est aussi une base. Je vous dis tout ça parce qu'en fait, c'est quelque chose que si on le prévoit avant et qu'on le fait avant, ben vous facilitez grandement la vie pour le montage. Parce que sinon, vous démonterez plusieurs fois la voiture. Ben là, une fois que le zéro il est fait, que le reverse il est bon, parce que le reverse ça peut aussi, si on n'est pas dans le bon sens, ça peut aussi jouer sur le zéro. Ça peut un peu bouger, donc tant qu'à faire. Évitez aussi, ça fait partie des choses que j'ai vues énormément. Les gens qui ils montent le palonnier de 3 crans décalés. Ah mais c'est pas grave, il y a le subtrim. On fait 100 de subtrim à l'intérieur et encore 50 de trim à l'extérieur. Non, ça il faut pas faire. Il faut à la base monter le mieux possible, le plus droit à la base, pour que vous compensiez juste ce qu'il faut après dans les réglages électroniques de radio. Pas vous avez mal monté la mécanique et vous compensez avec la radio. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas du tout comme ça. Donc là, j'ai mon zéro de cerveau. Donc je regarde le cran. Donc là, j'ai le cran qui me donne un peu vers l'arrière, ou j'ai le cran qui me donne un peu vers l'avant. Bon, l'un ou l'autre, c'est kiff-kiff. Ben ça, c'est quelque chose que je compenserai une fois que c'est monté et je viendrai avec la radio. Donc là, je redébranche tout. Hop. Et on y reviendra plus tard sur tout ça. La radio, je l'éteins. Hop là, merci, au revoir. Donc maintenant que j'ai monté mon palonnier au cran 0, un peu de frein filet, on y met j'en ai pas mis assez. On y met la vis. Alors la vis, pareil, petit conseil, j'approche, je serre pas. Parce que maintenant tous les palonniers, ils ont la petite vis ici de contre-serrage pour bien tenir les dents. Donc ce que je fais sur celle-là aussi, je la dévisse. Je mets un peu de frein filet. Donc là, vu que la vis supérieure, je l'ai approché, le palonnier est à sa place, et il est emboîté à fond. Là, je peux serrer directement fort. Bon, attention, ça reste une vis de 2 et avec une empreinte 1,5. Donc, il ne faut pas forcer. Et là, maintenant, je peux vraiment faire mon serrage final ici.
Voilà. Donc voilà. Maintenant, le cerveau est installé aux petits oignons, le palonnier et tout. On peut le remonter sur la voiture. Alors, les vis, elles sont là. Là, je pense que ça va être une vidéo qui va être longue. Mais justement, c'est tout l'atout de ces tutos pour vous dire, prévenir que, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc là, moi, perso, je mets pas de frein filet. Alors ça, c'est pareil, je me répète, toutes les vis qui se vissent dans des pièces alu doivent être dégraissées, que ce soit la vis ou la pièce en alu. Donc là, en l'occurrence, c'était la colonnette. Parce qu'il reste toujours des huiles de coupe de l'usinage. Et ce qui fait que même si vous n'utilisez pas de frein filet, c'est toujours du gras. Donc le gras qui peut être dans la pièce alu de l'usinage qui reste dans le trou, dans les filets, ou la vis, parce que les vis, quand elles sont vendues, ces vis-là noires, ou les autres, peu importe, noires ou les couleurs métal, elles ont toujours un peu de gras pour éviter les rouilles et tout ça. Donc si vous ne l'enlevez pas, là surtout que moi je mets pas de frein filet dessous, ça peut plus facilement se dévisser même si on serre. Donc si vous n'en mettez pas, dégraissez. Si vous voulez utiliser du frein filet à des endroits que moi par exemple je n'utilise pas, vous pouvez, ça après chacun le monte un peu comme il a envie, avec son expérience et ce qu'il veut faire, mais c'est d'autant plus aussi important de ne pas avoir ce gras là pour que le frein filet puisse fonctionner comme il faut. Donc là maintenant, pareil, je réutilise le trou pour pouvoir reattacher la biellette de direction au sauve-cerveau. Hop. Et voilà. Ça c'est fait. Autre astuce que je peux vous donner ici, pour que ça soit pour faire les setups de radio ou après de voiture, ici vous avez un trou. Vous voyez ici, de 3 mm. Et que si on vient planter un axe de 3 mm, et bien il coïncide avec le trou qui est dessous du sauve-cerveau. Et voilà, vous avez votre direction qui est bloquée en position centrée. Donc vous n'avez pas besoin de vérifier ou quoi que ce soit. Quand vous venez faire un setup ou autre, pas besoin d'allumer la radio, vous pouvez planter ça et ça permet d'avoir la direction bloquée, nickel. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui... on reverra quand on viendra faire des setups. Donc, le cerveau s'est monté. Maintenant, on va passer à quelque chose qui est pareil, très pointu. Quand on fait ce que je fais, de vouloir essayer de passer les fils de manière le plus esthétique possible et discrète. Donc, je redévisse le support, plutôt je dévisse tout court, le support de variateur qui est fixé là avec deux vis. Et voilà mon combo que j'utilise, qui est un combo Corsatec. Donc le variateur, le CTX-8 GT, qui est spécial pour le GT8, et le moteur qui va avec. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un. Il y a le 2650 kV. Après, il existe aussi un moteur moins puissant, mais c'est pas pour le GT8, ça c'est plus un 2200, c'est plus pour le 2200, 2000 je crois, pour les tout-terrain, truggy, tout ça. Donc en piste. Alors après, en piste, on utilise celui-ci. Si vous trouvez que c'est trop puissant, vous pouvez très bien utiliser le moteur inférieur, le 2200. C'est pas parce qu'il est utilisé majoritairement dans la partie tout-terrain qu'on ne peut pas l'utiliser aussi en piste. Comme ceux en tout-terrain, s'ils veulent avoir un moteur surpuissant, utiliser celui-ci pour la terre. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà un peu préfait avant parce que c'est assez compliqué de le faire de manière esthétique. Donc, je vais m'expliquer et vous le montrer en direct. Donc, ce que je fais, déjà, le variateur, quand vous avez un combo à monter neuf et que c'est la première fois que vous avez cette voiture-là, parce qu'avant, vous avez par exemple la Genius 23 et là, vous passez à la Genius
25. Bon là en l'occurrence le plus gros changement il se situe surtout ici. Mais le changement il se situe aussi beaucoup là parce que ici ça n'a plus la même hauteur, c'est beaucoup plus bas par rapport à avant. Donc ça nécessite de réfléchir 2 secondes où on passe les fils parce que quand on a le variateur dans la main et le moteur seul, c'est facile, on trouve toujours plein d'idées. Donc je vous conseille de prendre, alors là en l'occurrence il est déjà fait et soudé, mais de prendre, de positionner et de voir ce qui vous plaît le plus et ce qui vous convient le plus. Moi, là on va la faire court, moi j'ai déjà choisi, j'ai déjà fait le montage, j'ai déjà fait les soudures. Donc je m'explique pourquoi je fais ce choix là. Je mets le double face pas moussé, caoutchouteux. Vous voyez, il est transparent, mais c'est du caoutchouc, c'est pas de la mousse, qui est bien plus performant pour tenir le variateur. Donc le variateur, je décide, cette plaque-là, elle se fixe comme ça. Donc la vis à gauche vers l'arrière et celle-là vers l'intérieur. Donc le variateur, je décide de le positionner à 90 degrés par rapport à la voiture, au sens de marche. Donc comme ça, je l'ai collé. Donc ça, c'est mon choix. Avant de le passer au montage et d'expliquer le reste sur la voiture, il faut monter le support de moteur qu'il faut que je récupère sur la voiture. Voilà, le support. Avec les 2 trous, attention, vers le haut. Donc le moteur, j'ai choisi d'avoir les fils qui sortent latéralement à 90 degrés par rapport à son support. Donc là, vous avez une série de trous, vous avez 2 trous en haut et en bas de M3 et trou M4. Et là sur le support, pareil, vous avez le trou M3 ou trou M4. Il n'y a pas de préférence, très honnêtement, moi sur la 23, puis là c'est par rapport à ma position de sortie de câble, en fait c'est ça qui dicte un peu. Suivant vous voulez sortir les câbles, 90, 3/4 ou à 90 droit, c'est ça un peu qui va dicter quel trou vous allez utiliser et donc quel diamètre. Moi là en l'occurrence c'est les trous M3, donc j'utilise les vis M3. Alors, seconde chose, peu importe les marques, mais moi ça m'est arrivé avec un client qui a mis des vis trop longues, parce que c'est vrai que là c'est pas, on se dit c'est bon, il y a de la place, je prends la première vis qui me tombe sous la main, je la mets, et le problème c'est qu'elle était trop longue, elle est venue toucher à l'intérieur, courju, moteur brûlé en 20 secondes. Donc attention, là en l'occurrence j'utilise des vis M3 qui font en taille 3/12. Donc pour le du Corsatec, je vous conseille de mettre du 3/12. Ce qui fait une sortie ici de 6 mm. Ce qui est un peu... c'est plutôt pas, ce qui est largement suffisant pour tenir. Alors là, par contre, obligation, un filet. Là, par contre, je vous le conseille. Parce que c'est pas une vis qu'on va démonter régulièrement. Une fois que c'est monté, en général, ça fait la vie sur la voiture, ça. Donc je vous conseille frein filet. Hop, je vais choper le trou. Pareil de l'autre côté. Et là on serre. Alors là, pareil, j'utilise pas, je me répète, mais je le redis, j'utilise pas mon tournevis anémométrique parce que sur des vis M3, le couple optimum est trop limite par rapport à la robustesse du filet M3. Donc le support il est monté. Vous voyez que là, faut bien faire attention de le mettre dans le bon sens avec les vis vers le haut pour la fixation. Ici, vous avez un décoché pour monter un pignon, pour pouvoir passer et monter le pignon. Hop là. Pareil, là je vous conseille de mettre un peu de frein filet sur le filet. Et surtout, attention, essuyez la tête pour pas qu'il y ait du frein filet qui aille sur l'axe moteur. Donc là, l'axe moteur, le mets plat, je le mets
en face d'ici pour pouvoir choper pour pouvoir rentrer et mettre le moteur. Donc là, je fais un serrage vite fait. Et il faut maintenant placer le moteur sur la voiture. La première chose, pour pouvoir voir, pour serrer le pignon à le bon espacement pour être bien aligné par rapport à la couronne. Parce que il y a de la marge, vous voyez là, il dépasse de 5 mm, moins l'axe moteur. Donc le pignon, on peut le bouger de 5 mm. Et il faut juste l'aligner par rapport à la couronne. Donc, pour le montage, là, il me faut dévisser le renfort central parce qu'il faut que je passe mes câbles. Voilà, hop. Toi, viens ici. Reste ici, bloqué. Voilà, parfait. Donc, là, je vais revisser mon support, mon renfort central. Comme ça, lui, il est en place et on n'y pense plus. Voilà. Alors là, en l'occurrence, pour les plus minutieux et attentifs, dessous, c'est une vis, c'est une boule qui est filetée. Je vous conseille de ne pas mettre de frein filet. Parce que vous voyez, là, je viens de la démonter. Et s'il y a du frein filet, ça se dévisse mal, ce qui est normal. Mais quand il n'y a pas de frein filet, ne serait-ce que de la tenir légèrement avec le doigt, et quand on serre, quand on commence à revenir prendre en sandwich la pièce en alu, ça s'auto-bloque. Et on arrive à serrer sans avoir besoin de passer le tournevis dessous pour pouvoir tenir la boule de manière solide. Alors, je disais l'alignement. Oh bah, manque de... J'ai bien fait de suite. Donc l'alignement, on reprend, on remet une vis sur le support moteur. Voilà. L'entre-dents, je le fais vite fait, mais vous comprenez pourquoi je passerai plus de temps après. Donc j'en mets qu'une de vis. Pareil, vous comprendrez après. Donc l'alignement, ben, comme je vous ai dit, là, manque de... Je ne peux pas vous montrer bien parce que je l'ai aligné directement comme il faut. Mais en fait, le pignon, il suffit de le sortir ou le rentrer pour pouvoir faire l'alignement nickel par rapport à la couronne. Donc là, en l'occurrence, je l'ai fait à main levée du premier coup, nickel. Donc, je vais quand même le serrer comme il faut. Voilà, parce que c'est pas tout, mais il faut quand même pas oublier de faire les serrages. Donc, maintenant, le moteur, il a sa place que je lui ai décidé par rapport au passage de câble. Je passe à l'autre côté de fixer le variateur, la plaque support variateur. Hop là, il faut que j'arrive à trouver les trous. Donc, j'insiste, hein, mais quand vous montez, prenez votre temps. Sachez que c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Prenez votre temps, réfléchissez au montage, essayez, approchez les fils. Certes, c'est plus facile quand on a de l'expérience. Mais c'est quelque chose de super important parce que ça y fait beaucoup. Ça y fait beaucoup tout simplement pour la fiabilité. Hormis l'esthétique, vous voyez, c'est l'esthétique, j'y fais attention. L'esthétique est un peu la cerise sur le gâteau, comme on dit. C'est comme quand on fait le record du tour en course. Ça rapporte ni de points, ni une coupe, ni quoi que ce soit. C'est juste une cerise sur le gâteau. Mais si on peut faire les choses bien propres et de manière esthétique, c'est que mieux, de mon point de vue.
Alors, moi j'ai choisi de faire une sortie de fil de manière assez compliquée parce que j'ai choisi de le faire sortir à l'intérieur. Donc, ce qui nécessite de faire passer les câbles sous ce renfort-là. Et le problème, c'est que dessous, il y a le cardan. Et le cardan, lui, il demande qu'une chose, c'est de manger vos câbles s'il vient à passer trop près. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien millimétrer les câbles, bien regarder et tout. Par exemple, si j'avais voulu le faire plus simple, j'aurais mis la sortie ici, les câbles seraient venus ici directement. Pourquoi je fais ça? Pour deux choses. De manière... alors on parle pas de ça, on parle que de ces câbles-là. Pour une, parce qu'il y a ce renfort-là, et après en option, il y a ce renfort-là, qui vient en place, en lieu et place ici. Alors, une aparté pour ce renfort. Pourquoi il y a ce renfort qui est une option? Celui-ci est un renfort où la voiture elle est vraiment rigide sur la longueur, mais qui permet d'avoir un bon flex en latéral comme ça, parce que c'est pas tenu. De mettre ce renfort-là, vous avez toujours la même rigidité en longueur, mais vous la bloquez plus en torsion. Donc ça permet de faire un réglage différent sur la voiture. Donc pourquoi je parle du renfort par rapport au câble? Parce que les câbles, en passant dessous, si je viens mettre ce renfort, j'enlève ce plot, les câbles ont plus de place, donc ça va mieux. Et c'est plus simple. Parce que si j'avais pensé à mettre les câbles par le dessus, ça vient par là. Donc en fait, les câbles pouvaient venir toucher et s'user. Donc pour pas que ça s'use, il aurait fallu que je mette des câbles plus longs et qui passent plus haut. Après, c'est moins esthétique. Donc voilà pourquoi ce qui a dicté mon choix. Mais mon choix est assez risqué parce qu'en fait, j'ai vraiment peu de place entre ce renfort et le cardan. Donc, il faut vraiment couper les câbles de manière très précise. Et les câbles, vous voyez, le soin que je prends à bien les placer et les positionner. Donc, c'est des câbles de grosse section. Là, ils sont encore neufs. Ils ont besoin de prendre un peu la forme comme tout. Mais j'ai vraiment peu de place dessous pour faire passer tout ce monde. Donc, c'est quand même, faut quand même le savoir que si vous voulez faire ce passage-là comme moi, faut être assez minutieux et surtout penser à regarder, surtout quand c'est neuf, que les câbles ils ont tendance plutôt à vouloir se mettre droit que se mettre dans la forme qu'on leur demande. Donc, à surveiller et voilà. Donc, voilà pourquoi j'explique mon choix qui est plus pointu à mettre en œuvre. Et à cause aussi de ce renfort. Parce que si le renfort, après, je viens le mettre, ça me facilitera la vie. Parce que je pourrais enlever le plot de dessous. Mais bon, ça, c'est un réglage. Donc, c'est pas quelque chose... je tiens en compte... Par exemple, sur la 23, ce renfort-là, on l'utilisait tout le temps. Là, sur la 25, où pour l'instant, j'ai plus d'expérience avec la nitro que l'électrique, mais sur la nitro, on l'utilise aussi beaucoup. Donc là, cet hiver, c'est un peu aussi dans les essais prévus de bien comprendre le comportement sur l'électrique et de voir le renfort, son utilité, c'est bien fait ou ce qu'il peut apporter de plus sur la voiture. Mais c'est une pièce de réglage. Donc voilà, le vario il est en place, le moteur, lui on a fait son support, il est en place. J'ai fait ce choix-là de passage de câble qui est, je me répète, audacieux et qui demande à être bien mis en œuvre. Après, on va continuer sur une partie qui est facile pour éviter qu'ils traînent ces câbles-là. J'ai fait les ponts. Et, donc là, j'ai fait les soudures, mais j'ai fait aussi la soudure du pont. Donc le pont, ce qu'on appelle le pont, c'est ce qui va relier, parce que là on est en 2x2S, donc nous on est en 4S, le plus moins le central. Donc j'ai fait le pont de la même section des câbles d'origine. En l'occurrence chez Corsatec c'est du 10 AWG. J'ai mis les petits supports pour se faciliter la vie de chez Corsatec. Hop, hop.
Donc là, j'ai décidé de le faire passer par derrière et pas par-dessus, parce que celui-là, cette pièce-là, elle est assez imposante. Donc je préfère faire passer le câble par derrière. Pourquoi j'ai des câbles longs? Parce que, juste avant, je vous parle d'esthétique. Et là, j'ai deux câbles qui sont longs, alors que j'en ai un qui doit aller là et un qui doit aller là. Tout simplement parce que alors ça c'est propre à un problème où, comme je vous ai expliqué, il y a des packs qui ont des suivant les marques qui ont le plus à gauche ou l'autre marque qui aura le plus à droite. En l'occurrence, moi je roule Corsatec, je roule avec les accus 9005 majoritairement, mais les accus 10000 qui viennent de sortir ont les plus inversés. Mais c'est pas prévu que ça s'uniformise pour l'instant, que je sache. Ça s'uniformisera pas ou peut-être. Et vu que ça m'est peut-être amené d'utiliser les deux versions, ben c'est pour ça que là j'ai la version pour ce pack. Sinon, j'ai la version pour si c'est inversé. Alors oui, ça c'est pas esthétique, je vous l'accorde, mais il faut, là, hélas, faut faire avec. Donc là, j'ai prévu de faire un montage comme ça. Et celui-ci, je vais le monter. Voilà, je le monte comme ça. Donc là, ouais, il y a une longueur qui est, entre guillemets, pas normale. Mais bon, hélas, j'ai pas le choix. Faut faire avec. Donc ça, c'est monté. Voilà, cette partie-là, elle est faite. Maintenant, autre chose qu'on peut faire, c'est une option. Le support ventilo. Il existe la version 2 ventilo ou un seul. Donc la partie un ventilo, il va être comme ça. Et si on en met deux, ça va être comme ça. Donc moi, j'utilise les ventilateurs sur la voiture. En l'occurrence, j'utilise les variateurs Corsatec aussi, en alu. Le renfort carbone, pas le renfort, le support carbone de ventilateur. Et vous voyez, les supports, ils sont là. Ils se reprennent sur les vis fixation de moteur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, l'entre-dents où j'en mets qu'une, c'est à cause de ça. Donc, les supports sont décalés, ils sont pas centrés. Donc, si on le prend, on le met comme ça, le vario, le support ventilateur, excusez-moi, il est légèrement déporté vers l'extérieur. Ça permet d'avoir un flux d'air qui tape sur le moteur et qui a tendance à s'évacuer par l'extérieur. Que si on prend, on le met à l'inverse, de l'autre côté. Donc là, les ventilos sont beaucoup plus dans la voiture. Et l'air chaud qui va taper dedans va tendance à aller dans la voiture et à rester dedans, l'air chaud. Donc c'est fait exprès d'avoir un décalage qui ne soit pas pile poil dessus, avoir un décalage pour ventiler le moteur et avoir un flux qui s'évacue vers l'extérieur. Donc, on va faire le montage. Bon là c'est basique, hein, du ventilateur. Donc là, ça va aller comme ça. Celui-là, il va aller comme ça. Voilà. Attention de ne pas pincer les câbles. Voilà. Sinon, ça ne va pas faire bon ménage.
Voilà. Mon support ventilateur qui va se poser là est fixé. Alors, une partie qu'on m'a souvent demandé, et maintenant vous allez connaître mon secret. Bon, qui n'est pas un secret parce que je l'ai déjà expliqué. Ceux qui me l'ont demandé. Je vous parlais d'esthétique et tout, les câbles. Et là, vous voyez que les câbles, ils sont longs. Tout à l'heure, j'ai coupé, raccourci. Je vous disais que je raccourcissais le câble du cerveau. En l'occurrence, les ventilateurs sont un peu des pièces, je dirais, de consommation. Parce que c'est des pièces qui peuvent être fragiles. Une ailette, une boulette de gomme, un caillou qui passe, ça peut casser une ailette. C'est quelque chose qui peut... C'est pas une pièce infaillible et c'est une pièce qui peut être amenée à être changée parce que YZ, un fil qui... vous voyez là les soudures. Il y a une soudure qui saute. Bon, c'est quelque chose qui dure pas la vie de la voiture. Faut dire les choses comme elles sont. Donc, je perds pas de temps à couper les câbles à les raccourcir. Mais je fais cette petite astuce. Je prends un tournevis, hop, et j'enroule proprement le câble. Voilà, en faisant pas de nœud, tout ça, pour qu'il soit bien. Hop. Donc là, je le tends bien. Vous voyez, je le tends pour qu'il soit tendu sur le... Bon, faut pas forcer, hein, ça reste un petit câble. Hein. Mais je le tends qu'il soit bien sur le câble, sur le tournevis, sur le... Voilà, je le serre avec mes doigts. Et là, hop là, et par magie, j'ai un câble que je peux aller brancher, qui fait effet ressort et qui est nickel. Et qui fait esthétiquement, qui est plus joli que ça, et qu'il va falloir faire enrouler. Donc là, on va faire pareil sur le second. Donc ça, c'est pareil, ce petit câble. Je le fais, il a fait cet effet ressort. C'est pas parce qu'on lui a fait l'effet ressort qu'on peut tirer dessus, il revient en place. Hein. Vous tirez dessus, il se détend, il faut le refaire. Hein. Ça, c'est une manière, comme j'ai dit, esthétique de faire les choses d'un mode joli, mais c'est pas parce que vous l'avez fait que vous êtes tranquille. Hein. Tranquille ou que ça bouge plus, je veux dire. C'est... Et voilà. Donc, le support de ventilateur est vendu déjà avec des cales d'origine. Donc les cales, par défaut, moi j'ai pas fait attention à ce qui est donné d'origine. Je vais mettre mes cales que je pense mettre qui est le mieux. Alors les cales, ça va dépendre comme d'habitude de votre installation. Moi en l'occurrence les câbles, je les fais passer par dessous. Donc ici, je peux le mettre je peux le faire plus bas que si par exemple vous venez ici mettre les câbles en haut pour que ça fasse un montage plus simple. Ben lui il faudra le faire monter parce que sinon les câbles vont venir dessous toucher et c'est pas bon. Donc moi j'ai changé la hauteur de cale. Donc en l'occurrence là j'ai mis 10 mm, donc deux fois deux cales de 5 avec une vis en longueur qui est de 3 par 25. Et là, maintenant, je vais retirer la vis que j'avais mis là pour la première fois pour pouvoir faire l'installation à blanc. Et là, hop, je prends, je positionne. Et maintenant, hop là, je chope le filetage et voilà. Donc voilà, là j'ai mon support qui est monté. Maintenant, je peux vraiment faire mon entre-dent.
Alors, quand vous faites la couronne, je vous conseille de mettre l'entre-dent le minimum. Et surtout, quand vous faites l'entre-dent, vous prenez, vous tenez le pignon moteur, vous faites bouger la couronne. Là, j'en ai un poil trop. Mais et voilà, vous prenez, vous tournez. Comme ça, vous prenez sur plusieurs points. Voilà, là, je suis pas mal. Maintenant, je peux serrer les deux vis. Donc, bien sûr, ces deux vis qui sont là, qui font office de support ventilo, elles sont super importantes parce qu'elles ont double effet. Elles tiennent le ventilo et le moteur. Donc, hop là, je serre comme il faut. Donc, quand on... Voilà, c'est serré. Moi, je vous conseille à privilégier plutôt des vis avec des empreintes 2,5. Ça permettra de serrer plus fort et de serrer surtout mieux tout court. Donc maintenant, mon installation, il va me manquer mon récepteur. En l'occurrence, sur une voiture électrique GT8, on peut utiliser les versions de récepteurs sans antenne. Donc sans antenne, ça veut dire qu'il y a... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'antenne, mais il n'y a pas de fil d'antenne. Là, l'antenne, vous voyez sur le récepteur, elle est là. C'est ce carré là qui est là. Enfin, c'est ça l'antenne. Donc en fait, il y a quand même une antenne parce que le câble, il est ici. Donc là maintenant, on va le positionner. Donc il faut ça. Et il faut la puce de comptage. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cette puce de comptage avec cette espèce de petit cylindre? Ça, c'est une pièce Corsatec, c'est un condensateur que j'utilisais pas jusqu'à maintenant, faute de place sur le récepteur pour pouvoir brancher. Parce que vous voyez, c'est un récepteur, c'est un 4 voies plus la voie d'alimentation. En sachant que la voie 1, cerveau, voie 2, variateur, voie 3 et 4, les ventilos, pour alimenter mes ventilos. Et la voie alimentation batterie, je m'en servais pour alimenter ma puce. Parce que c'est le variateur qui donne l'électricité au récepteur. Et de ce fait, quand on vient avoir des gros appels de tension à cause de l'alimentation du gaz, que ça pompe sur les accus fortement, que vous avez des accus vieux, abîmés, ou alors que vous êtes en fin de pack, ou que vous sollicitez fortement votre électronique, ben, vu que le variateur, c'est lui qui pompe le plus d'énergie et qui alimente le récepteur, mais que le récepteur lui alimente la puce, les deux ventilos et le cerveau, elle peut être un peu juste au niveau alimentation. Ce qui fait que le condensateur est juste un mini accu, si on peut dire, une mini réserve d'énergie, que si le variateur est un peu en difficulté pour pouvoir, que ce soit Corsatec ou B-Wing, peu importe, ou B-Wing, je l'utilisais, d'ailleurs on utilisait des plus gros, et là sur le Corsatec, ça, je l'ai jamais mis, je l'avais mais je l'ai jamais mis, et en fait un peu par... il faut le dire, enfin fainéantisme, mais c'est ça, c'est pas bien c'est pas bien. Donc là, j'ai eu la bonne idée cette fois-ci de me brancher sur la puce parce que je voulais pas rajouter des prises et des Y, ce qui allait faire beaucoup de pataquès au milieu. Donc en fait, ce que j'ai fait, vu que, à savoir que dans les récepteurs, le plus et le moins, ils sont tous reliés dessous. Donc en fait, c'est pour ça que ma puce, je l'alimente sur la voie qui est normalement une voie d'alimentation pour le récepteur, parce que tous les plus et les moins sont dedans, la plaque. Ils sont tous reliés. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai du courant sur ma puce. Et en fait, là, en faisant ça, ce qui est le plus important, alors aujourd'hui, ça fait 2 ans que je roule avec Corsatec, j'ai jamais eu le problème. Les gens de chez Corsatec m'ont dit, vaut mieux l'utiliser, c'est toujours mieux, parce que si tu as une baisse de tension, que ta puce, le récepteur, le cerveau perdent de l'efficacité, mais les radios modernes arrivent à gérer le truc. Donc c'est vrai que ça fait 2 ans que j'ai roulé, forte chaleur, froid, jamais de problème. Et il me dit la puce, si elle a un peu une baisse de tension, elle émet moins fort. Et qui dit émet moins fort, dit une possibilité au moment qu'on passe sur la grille, sur la ligne de comptage,
qu'un tour qui est sauté. À savoir que l'année prochaine, en 2026, les nouvelles règles, il y a une nouvelle règle qui est sortie que le pilote doit être 100% autonome vis-à-vis de sa puce de chronométrage. Et donc, s'il y a quoi que ce soit comme problème, c'est pour la pomme du pilote. Donc, tant qu'à faire, ça m'a aussi un peu motivé à mettre toutes les chances de mon côté de ne pas avoir de problème. Donc, voilà pourquoi je fais ça. C'est pas quelque chose qu'on a besoin en thermique, parce que on a un accu dédié que pour les servos à la radio. Là, en l'occurrence, ces accus de propulsion, c'est eux qui alimentent tout. Le variateur, c'est lui qui veut tout manger pour donner la puissance au moteur. Et ça peut être au détriment du reste. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce montage-là, tout simplement. Alors, maintenant, voilà, je l'ai déjà fait, j'ai mis déjà du double face. Donc là, on va faire pareil. Double face. Et on va faire l'installation finale. Donc, la puce, je vous conseille, là en l'occurrence, je vais la coller dessous ici. Comme ça, en plus, elle est une position qui est au top pour pouvoir aller choper la ligne par terre. Là, je vais la coller comme ça, donc par-dessous. Donc, je la colle là où il y a les numéros, là où il y a la lumière. Pourquoi? Parce que si vous avez lu la notice de MyLapse, sa position optimum, c'est parallèle au sol et vers le haut, vers le ciel, la LED et les numéros. Et c'est elle les met plus fort de ce côté-là. Alors oui, ça marche dans l'autre sens. Oui, ça marche si vous la mettez ici. Oui, oui ça marche si vous la mettez sur le champ, comme ça. Mais vous réduisez votre potentiel d'émission et si ce qui est déjà arrivé cette année plusieurs fois sur des pistes où on arrivait le vendredi où les puces elles marchaient pas et ils disaient ah monsieur votre puce marche pas, votre puce marche pas et puis quand il y a 5 séries qui passent et qu'il y a 50% des pilotes qui passent pas, là on se rend bien compte que c'est pas le problème des pilotes, c'est un problème de comptage et qui est de la ligne qui était dans l'asphalte qui avait un problème, qui avait pris l'eau, tout ça, bon, peu importe. Et de ce fait, il vaut mieux mettre les chances de son côté, parce que si ça passe à peu près pour tout le monde, mais que vous avez fait une installation qui est peut-être tip-top pour vous, mais qui réduit la qualité du signal, par rapport à tous les autres pilotes qui, eux, ont fait un montage optimum, ben, vous êtes peut-être le seul couillon qui va avoir un problème de comptage. Donc, donc, il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Voilà. Donc là, je colle bien le double face dessous. Voilà. Donc le double face, c'est le même que j'ai, qui est en vente sur la boutique, qui est, comme je disais, qui est en caoutchouc, qui est pas mousseux, qui est pas en mousse. Donc, elle, je vais la coller dessous. Sous la plaque ici. Là, j'ai l'alimentation du cerveau, l'alimentation du variateur. J'ai le bouton. Alors le fil, je vais le passer par ici pour pouvoir bloquer le fil. Donc le bouton, lui, il va venir se caler. Voilà, tac. Lui, le fil, il va venir se caler. Voilà, tac. Lui, je vais le positionner à l'extérieur de la plaque. Et après, il va falloir positionner mon récepteur. Donc là, il suffit, bah là, voilà, pile poil ça, c'est quelque chose que j'avais pas fait avant. C'est quelque chose qu'il faut, voilà comment je fais, que j'ai pu faire avant. Donc là, en l'occurrence, je vous dis la vérité, le variateur était coupé, ce fil-là, et le cerveau pour la version 23 de la Genius. Donc je ne les ai pas coupés à la taille spécifique pour celle-là. Donc là, il faut que justement je regarde ce qui est le mieux par rapport aux longueurs pour pas faire de bêtises. Donc, et puis bon, de ce qui est esthétique, ce qui me plaît le plus.
Voilà la réflexion que vous devez avoir quand vous faites votre montage, de regarder ce qui va mieux vous aller. Voilà, celui-là, si on le met là. En l'occurrence, vous voyez, ne pas hésiter à simuler. Là, en l'occurrence, je veux simuler la prise du variateur, qui est un peu courte, il faut dire ce qui est, par rapport à la Genius 25, par rapport à ce que j'avais pensé. Plutôt ce que j'avais pensé sur l'autre voiture. Voilà, donc en fait là je simule, je regarde comment le fil est tendu, pas tendu. Lui il va aller là. Donc je vois jusqu'à où je peux aller. En l'occurrence, lui, sa place optimum, elle est vraiment là. Donc lui, il faudrait que je le place comme ça. Le fil, il n'est pas tendu, ça va. Donc je vais commencer à coller et ça va se mettre en place au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est vraiment ma méthode que j'utilise. Donc là, je dégraisse pour que le frein filet... oh là là, je mélange tout. Les doubles faces attachent bien. Collent bien. La petite astuce, un coup de briquet, histoire de chauffer pour justement optimiser la colle. Donc là, on va essayer. On va le positionner bien. Voilà. Voilà. Lui, il est collé nickel. On va faire de même avec la puce dessous. Comme ça, au moins, elle sera déjà aussi en place. Et on pourra... on pourra mieux cerner tout ce qu'il y a à coller, tout ça. Donc là, comme j'ai dit, je viens le coller. Voilà, magnifique. Tac. Donc finalement, ben, vous voyez, ça vient un peu, là, ça arrive un peu tout seul. Que la position optimum, ben, ça va être celle-ci. Hein. Là, fleur, là, comme ça. Ouais, c'est ça. J'ai la place pour pouvoir débrancher. Donc on va coller le récepteur. Donc le fait de mettre un petit peu de chaleur sur le double face, ça ramollit la colle. Parce que bon, là on est en hiver, faut le dire. Même dans le sud, il fait frais. Donc ça permet de ramollir la colle et de la rendre plus efficace pour le coller. Pour coller et qu'on ne soit pas embêté. Voilà. Mon récepteur est collé. On va brancher le câble de variateur. Donc voie 2. Le câble du cerveau de direction. Hop. Voie 3. Voie 3. Voie 1. La puce, elle va venir se positionner. Ah, la puce. J'ai été
J'ai été optimiste. Ah, quoique. Ouh, bah, tout juste. Vous voyez l'importance de simuler avant. Bon, là, j'ai un peu de bol. Je l'ai collé devant. J'aurais dû presque plus la coller en arrière pour avoir un peu plus de marge sur le. Sur le. Par rapport à la longueur du câble. Mais bon. Là, ça va, ça passe. Voilà. Alors, dans le passage des fils, toujours regarder comment ils bougent, qu'est-ce qu'ils peuvent toucher, qu'est-ce qu'ils peuvent aller toucher, et surtout éviter qu'ils aillent toucher le carbone. Parce que le carbone est très... vous voyez là le câble qui passe dessous. Bah non, vous voyez pas, mais... Parce que c'est quand même... Tout ce qui peut être angle carbone, attention danger. Alors, maintenant, bon ça c'est facile, ça va se brancher là au milieu. Ça, alors ça tout simplement, je vais le coller au support variateur. Et de la manière vraiment basique. Un coup de colle à carrosserie. Bon là en l'occurrence celle-là. Celle-là je peux lui dire au revoir. Donc on reprend. Hop là. Donc là, bon c'est une pièce qui est super légère donc il n'y a pas besoin d'avoir une fixation de l'autre monde. Vraiment le petit coup de colle là ça va suffire largement. Donc là je vais essayer de le poser à l'emplacement que je souhaite sans foutre de la colle partout. Voilà. Tout simplement. Là c'est vraiment basique. Le shogu, si je veux l'enlever, il suffit que je pousse, ça va se décoller. C'est quelque chose qui tient pour cette petite pièce super légère. Là la colle va faire largement le job. Donc maintenant il me reste plus qu'à connecter mes ventilos. Alors j'évite de trop tirer sur les câbles pour garder l'effet ressort joli. Pour éviter de... Vous voyez, hop là. Mais de rien, j'ai besoin de longueur quand même. Hein. Parce que sur la 23, le récepteur il était ici, donc il était vachement plus près. Là en l'occurrence, il est plus loin. Voilà. Et maintenant, on allume. On prend la radio. Ma direction fonctionne. Oh, ça fait un bruit. J'ai trop serré l'entredent, je crois. Bon là j'ai dû vous casser les oreilles. Déjà là les ventilos cassent les oreilles. Voilà. Voilà
le montage que j'ai décidé de faire pour le variateur, j'espère pas avoir été trop long. Là, la vidéo, elle va l'être. Mais tout ce que j'ai dit est important que je le dise pour que vous compreniez bien les pourquoi du comment de certains montages ou certaines problématiques qu'il y a vis-à-vis de voilà, différents cerveaux, différents combos. Pourquoi j'ai choisi de passer les câbles ici? Parce que si je passe les câbles là, esthétiquement, je préfère. Les passer par-dessous, ça m'aurait obligé de mettre le suivant plus haut. Ça aurait été plus simple. Je pense pour beaucoup de gens, ça va pas gêner de le monter aussi haut. Mais voilà, moi, c'est mes choix. Les goûts, comme on dit, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Comme le variateur que je place comme ça. J'aurais pu le mettre en long. De le fait de le passer comme ça, j'ai de la place pour pouvoir mes fils, coller le condo. Ça me libère de la place, c'est un peu plus vide ici le volume. Que si je le mets dans l'autre sens, les câbles, pareil, ça les rallonge. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que je enlève la boîte radio et j'essaie de faire l'implantation radio ici beaucoup plus minimaliste, avec le moins de câbles, le moins de choses, moins de possible, aussi pour un gain de poids. À savoir que ces voitures-là, le GT8 électrique, et comme toute voiture électrique, peu importe la catégorie, c'est des voitures qui sont assez lourdes à cause des batteries. Ça, c'est le truc classique. Donc en fait, tout ce que j'emporte en moins est toujours ça de gagner sur la balance, comme on dit. Bon, là, c'est sûr, c'est un choix. Ce câble-là, j'ai expliqué pourquoi. À cause des polarités qui peuvent changer. Donc il me faut les deux câbles qui aillent de l'autre côté, au cas où. Le variateur, en plus, placé comme ça permet de choper plus d'air. Donc, très honnêtement, il n'y a pas besoin de mettre plus de ventilation, quoi que ce soit de l'Hobby-Wing ou du... Alors, l'Hobby-Wing, il faut changer le ventilateur d'origine. Je crois que sur les dernières versions, c'est bon, ils ont mis un bon ventilateur. Mais par défaut, il n'y a pas besoin. Sur le moteur, j'utilise deux ventilos. Alors, très honnêtement, en hiver, ça sert strictement à rien. Dès qu'il commence à faire meilleur, un ventilo suffit. Et après, en plein été, quand on roule avec des températures de 30-35 degrés, là, deux ventilos, ça sert. Donc là, bon, je fais le montage, je les ai. De toute façon, je peux juste le débrancher si je veux pas utiliser autant de refroidissement. Hein. Ou alors carrément le démonter, bien sûr. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, assez détaillé. J'ai essayé de vous expliquer les différentes variables qu'on peut avoir. Le pourquoi du comment. Prenez bien soin de faire cette partie-là, qui est assez contraignante, mais une fois bien pensée, bien faite, normalement on n'y revient plus. Et vaut mieux perdre 2 heures la première fois et plus penser pendant la durée de vie de votre voiture que de le faire, d'être pressé et après en piste d'avoir des problèmes parce que le fil il a touché, il s'est coupé, ça passe pas bien. Voilà. C'est une partie très 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 importante. Vaut mieux perdre du temps dès le début et bien penser à tout. Vous voyez là, cette configuration là est nouvelle. J'ai passé un peu de temps, ça m'a pris à peu près 2 bonnes heures cet après-midi de réfléchir, machin, essayer, mettre le moteur d'une façon, d'une autre. À la fin, j'ai choisi cette version, j'ai coupé les câbles, j'ai soudé. Donc je vous ai passé le cours de soudage, tout ça, parce que sinon là déjà cette vidéo elle est longue. Donc, mais voilà, j'espère avoir été assez complet. Allez, prochaine fois, on fera le setup de la voiture et on aura fini avec cette GT8 25 et il n'y aura plus qu'à aller mettre du gaz en piste. Next!